23 heures sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Foi et développement main dans la main dans le sud Comoé, le chef du gouvernement Robert Begré-Mombé a pris part à la fête de moisson d'Asuba. Une visite marquée par un important don pour achever le temple de l'église méthodiste unie. Un projet forestier au service des populations, le PIF2 accompagne les agriculteurs vers des pratiques durables et protège les plus vulnérables. Un communauté nationale de gestion de plaintes vient d'être mis en place avec l'appui de la Banque mondiale. Et puis on met le cap sur Singapour où l'Afrique fait entendre sa voix. Plus de 700 décideurs réunis au Africa Singapour Business Forum. La Côte d'Ivoire y présente ses atouts et ses opportunités d'investissement. Soyez les bienvenus sur RTI1. La religion vecteur de solidarité et de partage dans le sud Comoé, l'église méthodiste unie d'Asuba a célébré sa fête annuelle de moisson. À cette occasion, le chef du gouvernement ivoirien a apporté un soutien financier pour achever les travaux du temple. Abdoulaye Koné et Zakaria Traoré. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a pris part ce dimanche à Asuba à la fête de moisson de l'église méthodiste unie. À cette occasion, un don global de 22 millions de francs CFA offert par le chef de l'État, le Premier ministre et sa délégation a été remis à la communauté, accompagné de plusieurs tonnes de ciment pour l'achèvement du temple. Cela fait déjà plus de 27 ans que nous sommes en travaux. Et aujourd'hui, nous avons voulu semer en profondeur, semer plus. Et c'est pourquoi la présence de nos autorités nous va droit au cœur pour nous permettre d'achever ce temple. Et donc nous voulons par votre micro leur dire merci. La cérémonie s'est tenue en présence du président du conseil régional du Sud Comoé, des élus, cadres et fidèles venus nombreux. Pour le Premier ministre, ce geste traduit l'attention du président de la République pour les populations, même dans les villages les plus reculés. La communauté ayant décidé d'édifier un temple à la gloire de Dieu avait besoin d'être soutenue. Nous sommes venus apporter notre modeste contribution et celle du chef de l'État pour que cette communauté puisse grandir dans la foi et dans l'espérance. Et nous espérons que tout ce qui a été fait contribuera au rayonnement de la gloire de Dieu, mais surtout de la gloire de Dieu dans nos cœurs, parce que finalement, la prière ne porte que quand elle traverse notre intérieur propre pour nous incliner à la réalisation de bonnes œuvres au profit de la société. Au-delà de la ferveur religieuse, cette célébration apparaît comme un pont entre spiritualité et engagement pour le progrès communautaire. À Asuba, la foi nourrit désormais l'espoir d'un développement plus inclusif. Et pendant qu'Asuba construit son église, Singapour construit des ponts économiques avec l'Afrique. Plus de 700 décideurs réunis pour la 8e édition de l'Africa Singapour Business Forum, une vitrine qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter ses opportunités d'investissement. Le reportage est signé Michel Digré et Amidi Rasouba. La Côte d'Ivoire, seul pays francophone présent à Africa Singapour Business Forum. Pour mieux marquer la présence, la délégation ministérielle ivoirienne et le CPC ont organisé un roadshow pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Le thème de ce roadshow, mettre en synergie les savoir-faire pour bâtir une croissance durable, traduit notre conviction profonde que c'est en conjuguant les efforts, en conjuguant les expertises, en partageant les visions et en tissant des partenariats solides que nous construirons ensemble une prospérité inclusive et durable. Léon Kakou-Adom donne les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à ces assises. Le choix de Singapour en tant que lieu d'accueil de cette rencontre répond à une logique stratégique claire. Il incarne la volonté de la Côte d'Ivoire de s'inscrire résolument dans une dynamique de coopération internationale en favorisant des échanges, en consolidant les partenariats et en promouvant son attractivité auprès des investisseurs dans un environnement propice à l'innovation et à la croissance partagée. En marge de ce forum, Léon Kakou-Adom a été reçu en audience par le Premier ministre Lawrence Wong, à qui il a transmis le message d'amitié du président Alassane Ouattara.
à l'endroit des autorités singapouriennes. Il y a par ailleurs eu une séance de travail avec son homologue. Les deux délégations se sont engagées à hisser la coopération bilatérale entre les deux pays à un niveau stratégique en signant un accord de consultation politique régulière. Investir, c'est aussi garantir un cadre propice, mais dans le secteur du transport, la réforme de décembre 2024 suscite des inquiétudes. Les transporteurs peinent à renouveler leurs véhicules. De son côté, le CPC, à l'origine du nouveau code des investissements, rassure. Le reportage est signé Clément Boko. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire dispose du matériel de transport interurbain le plus performant selon le CPC. Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Cette prouesse est la résultante d'un certain nombre de mesures incitatives à l'investissement dans ce secteur. Mais avec les modifications apportées au Code des investissements en décembre dernier, les transporteurs s'inquiètent pour le renouvellement de leur parc automobile. Quand vous avez un dossier d'agrément à l'investissement, vous achetez le véhicule, la douane était exonérée à 100%, la TVA était exonérée à 100%. Aujourd'hui, malheureusement, la TVA n'est que suspendue. Ça veut dire qu'elle est remboursable et la douane est de 50% à payer. Ces mesures d'accompagnement, en les retirant, nous avons peur que les chefs d'entreprise aillent s'équiper en véhicules de deuxième main, mais qui ne pourront pas respecter les dispositions sécuritaires et environnementales. À la suite de la présentation du Code des investissements aux transporteurs, le CPC se dit toujours ouvert à accompagner le secteur. Les services des impôts ont commencé à regarder puisqu'il y a un volet social qui est attaché à cette requête. Ensuite, ils ont posé la question des preuves de financement. Sur cette question, nous avons accordé, disons, une oreille favorable puisque nous avons dit ensemble, nous allons mettre un comité en place pour travailler sur cette question et nous espérons trouver une solution qui soit favorable pour les deux parties. Véritable colonne vertébrale des échanges intra-régionaux, le secteur du transport assure la mobilité des biens et des personnes et facilite les activités commerciales, agricoles et industrielles à travers l'ensemble du territoire. Pendant que le transport cherche des solutions, la forêt mise sur l'innovation. Avec l'EPIF 2, l'agriculture devient plus durable et les plus fragiles mieux protégés. Un comité vient aussi d'être installé pour prévenir les violences basées sur le genre. Dans ce secteur, Franck Kouadio et Zakaria Traoré nous en parlent. Aloua Kadjo, présidente, et les membres du comité national de gestion des plaintes sensibles reçoivent leur feuille de route des mains du conservateur général Zouzoumai Elvira, présidente du comité de pilotage du projet d'investissement forestier phase 2. Leur rôle est essentiel dans la mise en œuvre efficace du projet d'aménagement forestier dédié à ce programme. Il s'agit ici, en plus du fait que nous allons améliorer la couverture forestière et participer au développement d'activités génératrices de revenus pour les populations dans les zones des deux projets que sont le PRI et le PIF 2, de prendre en compte l'aspect de l'impact éventuellement que pourraient avoir certaines actions négatives du projet, si tel est le cas, sur les populations. En clair, en cas de violence basée sur le genre du fait d'un acteur du projet, les victimes ou survivants dans le jargon VBG auront un point de recours. Le comité va prendre en compte et faire en sorte que nous puissions éviter le développement de violences basées sur le genre, d'harcèlement sexuel ou d'éventuellement actions de corruption. Et donc ce comité va recueillir d'éventuelles plaintes qui viendraient de la part des populations, des bénéficiaires. Le comité a des démembrements dans les différentes régions du pays. Il est composé de coordinateurs locaux, de spécialistes genre et de représentants du ministère de la Femme et de la Famille. Le PIF 2, lancé en 2022 pour 7 ans, intègre ainsi toutes les situations pour faciliter sa bonne exécution sur le terrain. Responsabilité, inclusion, des valeurs que porte aussi une figure féminine du monde agricole. Sociologue fondatrice d'ONG, Fleur Lago incarne l'engagement rural. À Oumé et Gagnois, elle agit sans relâche pour un développement agricole plus juste et inclusif. Découvrons ensemble ce portrait réalisé par Fatou Fofana et Richard Vao. Président de Césaire en Côte d'Ivoire, une seule femme.
Dr Lagoflore est à la tête du comité économique, social, environnemental et régional de la région du Gros. Elle est aussi la plus jeune commandeur dans l'ordre du mérite agricole en Côte d'Ivoire. Comment est-elle arrivée là et quel est son rôle? Les membres sont nommés par le président puisque ce sont ses conseillers. À l'unanimité, les membres du CESR ont souhaité que le président donc, me propose et le président a entériné. Donc depuis 2020, je suis donc présidente de cette chambre-là. La mission principale du CESR, c'est d'accompagner le conseil, de faire le suivi des activités et de faire la sensibilisation ou alors de porter l'information de tout ce qui est mené dans chaque localité. Mais l'élément clé, c'est de pouvoir donner ses avis sur l'exécution budgétaire. Directeur du développement agricole et des organisations professionnelles agricoles à la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, elle s'appuie sur son expérience dans le domaine et son désir de voir avancer les choses dans sa région pour créer l'ONG Toukadev. Entendez, développement du canton de Touka qui compte 6 villages avec 21 coopératives agricoles féminines, 19 coopératives de jeunes, en tout plus de 2000 personnes. L'État fait beaucoup. Mais au niveau local, on peut travailler à mobiliser les ressources endogènes en nous appuyant sur des partenaires clés ici, tant au niveau administratif qu'au niveau même donc, de la population, c'est des acteurs clés. Nous avons des opérateurs économiques sur qui on peut s'appuyer pour dire voici ce qu'on veut faire ensemble, vraiment pour contribuer au développement de notre localité, ou pour travailler sur les cibles vulnérables qui sont les femmes, qui sont les jeunes, mais qui sont toute la population réellement parce que ce sont elles qui tiennent la famille. Avec Toukadev, ce n'est pas seulement que dans une seule zone, mais Toukadev coach même jusqu'à l'est, c'est-à-dire à Bondoukou. L'exercice, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces femmes qui sont déjà réunies, de pouvoir les appuyer et puis leur montrer le chemin de l'épargne surtout, mais faire en sorte qu'on puisse leur donner les outils pour pouvoir bénéficier des prêts. Les membres de l'organisation n'améliorent pas seulement leur rendement agricole, mais gagnent aussi en autonomie financière, élevant leur famille en apportant une nouvelle dynamique à leurs différents villages. Grâce à ONG Toukadev, ça m'a aidé beaucoup. Parce que le prêt que j'ai pris par ONG, grâce à ça, j'ai pu faire mon commerce, même mes enfants. En tout cas, on ne peut pas dire ce qu'il m'a fait. Grâce à ça, aujourd'hui, je suis devenue une très grande commerçante. Ça reste encore, je prends pour de ma famille. Le volet agricole pour dire que nous sommes très proches des coopératives. Sur les terrains, nous les accompagnons, nous les soutenons financièrement aussi pour pouvoir réaliser tous les rêves sur le plan agricole. Le préfet du département de Oumé marque sa satisfaction et apporte son appui à ces différents projets de développement. L'ONG mène de nombreuses actions sur le terrain en faveur du développement de la communauté. Nous sommes prêts à l'accompagner pour la réussite de sa mission à la tête de cette ONG. Les défis ne manquent pas pour le développement de la région et les perspectives non plus. Avec son ONG Toukadev, Dr Lago se lance déjà dans plusieurs nouveaux projets, dont celui de la construction d'une ferme-école dans le village de Kapa, avec logement pour les apprenants. Et puisqu'on parle d'agriculture, cap maintenant sur un enjeu sanitaire majeur. La peste porcine africaine menace une filière entière. Invité du Dimanche Magazine avec Hamza Diaby, le docteur Vessali Kalo a expliqué les mesures de reprise et les perspectives pour les éleveurs. Suivons cet extrait. C'est une maladie virale hautement contagieuse qui, lorsqu'elle apparaît dans un élevage, peut entraîner 100% de mortalité. C'est une maladie qui affecte essentiellement ce qu'on appelle les suidés, c'est les porcs, des animaux qui sont de la famille du porc, tels que le sanglier, tels que le phacochère, et même le porc domestique ou tous les porcs sauvages. Essentiellement ces animaux-là. Donc, ce n'est pas une zoonose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transmissible de l'animal à l'homme ou vice-versa. Il n'y a jamais de risque zéro. Et le plus important, c'est la prise de conscience. Comme on le dit, au niveau mondial, il y a une stratégie mondiale pour que le monde
je regarde dans la même direction pour lutter contre cette maladie. C'est pour ça qu'il y a de gros travaux sur la fabrication de vaccins qui est en cours. Ensuite, au niveau régional, au niveau de la CEDEAO, il y a une stratégie régionale et même au niveau africain. Donc, et la meilleure lutte, c'est que tout le monde s'engage de la même manière, avec les mêmes objectifs pour pouvoir éliminer le virus. Nous n'en sommes pas encore à un niveau très élevé de lutte dans la sous-région. Et alors, chaque pays développe sa stratégie conformément à la stratégie sous-régionale et essaie de détecter précocement le virus et l'éliminer le plus tôt possible. Dans notre stratégie, nous avons impliqué les éleveurs à travers la mise en place des groupements de défense sanitaire. Et alors, donc, il y a ce qu'on appelle l'autocontrôle. Les éleveurs sont les premiers responsables de la qualité sanitaire des produits qu'ils mettent sur le marché. Et donc, ils doivent se regrouper, c'est ce qui a été fait. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a 17 groupements de défense sanitaire. Donc, dans toutes les zones à vocation d'élevage porcin, ils se sont regroupés et des arrêtés préfectoraux ont été pris pour mettre en place ces groupements de défense sanitaire qui sont chargés de surveiller les zones, qui sont chargés d'alerter précocement. Parce qu'aujourd'hui, le monde même est sujet à beaucoup d'émergences de maladies. Le plus difficile, ce n'est pas l'apparition, mais le plus difficile, c'est la riposte rapide pour atténuer l'impact et éliminer la menace le plus tôt possible. Après la santé animale, retour à la santé humaine avec l'accès à l'eau. Après des mois d'attente, les robinets coulent enfin à Fresco grâce à un investissement de plus de 200 millions de francs CFA du chef de l'État, Alassane Ouattara. Sam Conan. Dame Virginie Wawa peut pousser un ouf de soulagement. Après des moments difficiles sans une goutte d'eau dans les robinets, aujourd'hui, elle retrouve le sourire. Regardez, maintenant ça vient. Ça vient. Il y a l'eau dans Fresco. À l'instar de Dame Virginie Wawa, les populations de Fresco ont convergé vers l'esplanade de la préfecture pour célébrer le retour de l'eau dans les robinets et traduit par la même occasion leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour cette action qui sauve des vies. Le merci ne se trouve pas seulement que dans les paroles. Le merci se trouve dans les gestes, dans les comportements. Oui, papa, chantez, n'ayez pas peur. Soyons fiers de porter Alassane Ouattara, parce qu'avec lui, le développement est sûr. Le ministre-gouverneur Philippe Légré, le président du conseil régional Kébé Mahamadou et le maire de la commune Fulbert Begrefo font le constat de l'effectivité du retour de l'eau potable dans les robinets. C'est un véritable ouf de soulagement et nous venons de matérialiser, nous avons vu l'eau couler de nos robinets. Merci au président Alassane Ouattara. Les 3 forages qui servaient à alimenter le château d'eau de Fresco, seulement un forage était en fonction depuis 2011, ce qui créait un déficit d'environ 20 mètres cubes heure. Grâce à la réalisation de 2 forages, qui est un apport de 23 mètres cubes heure, permettant de régler le problème de l'adduction d'eau potable à Fresco sur 10 ans. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, le bonheur de notre région, eh bien, ce bonheur-là vient du président Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi nous voulons que les élections s'organisent dans la paix. Consciente que c'est dans la paix que se réalise le développement, les populations de Fresco s'engagent à la préservation de ce climat de paix et au renforcement de la cohésion. Place à présent au divertissement. Après Dembokro, la caravane Vacances Loisirs pose ses valises à Songon-Dagbe. Elle transforme même un terrain sportif en parc d'attractions. On voit tout cela avec Malika Koulibaly. Ambiance festive à Songon-Dagbe pour l'apothéose de la caravane Vacances Loisirs 2025. Sous les yeux émerveilleux des enfants, trampoline, château gonflable, baby-foot et jeux numériques ont rythmé une journée placée sous les signes de la joie et du partage. Cette caravane qui a parcouru 16 villes à travers le pays a su séduire les tout-petits comme les plus grands, avec un contenu riche et divertissant. Nous avons visité 16 villes et touché 50 000 personnes de tous âges. En initiant cette caravane-là, nous avons pour ambition de démontrer aux populations que leur épanouissement était une priorité. Il était également question pour nous de promouvoir l'accès aux loisirs pour tous et partout en Côte d'Ivoire. Je suis très content d'avoir participé à la caravane Vacances des loisirs.
parce que ça me permet de m'épanouir et de m'instruire. Un concept qui s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement, faire des loisirs un droit pour tous, mais aussi un levier du tourisme local dans le cadre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est conscient de ce que le loisir est un besoin vital pour notre équilibre. Le ministère du Tourisme et des Loisirs est aux côtés des populations pour leur apporter ce moment-là. Une initiative portée par le ministère du Tourisme et des Loisirs en faveur du bien-être, de la cohésion sociale et de l'épanouissement des populations. À Lakota, on mise aussi sur la cohésion sociale. À l'approche de la présidentielle, le président du conseil régional du Lodjibois, Amédée Kouakou, appelle les populations à l'union et à la paix. Mama Traoré. Lakota ne doit plus connaître de violence électorale comme par le passé. C'est sous ce credo que le ministre Amédée Kouakou, président du conseil régional du Lodjibois, entame cette tournée en milieu rural dans le département de Lakota. Tournée qu'il a successivement conduit dans les localités de Niazaroko, Kwasi-Lilié, Goudouko, Bodougou et enfin Dougro-Lilié. Dans ce dernier village, les populations témoignent au président du conseil régional les actions de développement récemment réalisées à leur profit. Hier en 2021, vous avez dit qu'il faut que le noir cesse, les ténèbres cessent. Vous avez dit un mot et les ténèbres ont disparu. De nuit comme de jour, nous voilà sous les lampadaires, fiers et heureux. Pour voir de telles actions se poursuivre, Amédée Kouakou exhorte les populations des villages sillonnés à faire confiance au président Alassane Ouattara et surtout à adopter des comportements de paix en cette période électorale. Ces élections, dans un premier temps, se passent dans la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas aller de l'avant, le pays ne peut pas aller de l'avant. Nous avons lancé des appels à la jeunesse, aux femmes, aux chefs, à toute la population. Depuis que le président Alassane Ouattara est là, notre région, la région de Lodjibois, a beaucoup bénéficié de ses bienfaits. Donc, à l'occasion de cette élection, nous avons demandé aux populations de continuer à faire confiance au président Alassane Ouattara pour que le développement de la région puisse continuer. À chaque escale, le président du conseil régional du Lodjibois a recueilli les doléances de ses administrés en promettant d'y apporter des réponses. Même son de cloche dans le Worodougou, 30 leaders ont été formés au civisme et à la culture de la paix, une initiative du projet COSO pour renforcer la cohésion sociale dans la région. Malika Koulibaly. Ces activités récréatives et surtout cette formation s'inscrivent dans un vaste programme couvrant plusieurs localités de la région du Worodougou. Il s'agit de créer des communautés capables d'anticiper et de désamorcer les tensions en vue de préserver la stabilité de la Côte d'Ivoire, notamment dans les zones frontalières. Dans leur quotidien, dans leur grain, dans leur quartier, dans leur communauté, dans leur village et hameau, ils doivent être porteurs de paix, bâtisseurs de paix et surtout promouvoir le vivre ensemble. Les relais dynamiques que sont les leaders communautaires ont été formés à travers des modules comme l'éducation à la citoyenneté et au civisme, la réconciliation et les pardons pour un vivre ensemble harmonieux, la communication non violente et l'écoute active, la gestion pacifique des conflits et la lutte contre les discours de haine, les violences et les rumeurs. Nous nous engageons entièrement à accompagner le projet COSO et nous allons à partir d'ici, rentrer dans tous les quartiers, porter les formations. Tout ce que je peux dire aux jeunes, qui sont une force pour la cohésion sociale, et leur présence et leur implication font en sorte que ce soit une jeunesse épanouie qui œuvre pour le bien-être des populations et pour le développement de la communauté entière. Le projet COSO, déployé sur 5 ans, vise à atténuer les risques de conflits. Il ambitionne également d'améliorer l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, les routes rurales et l'agriculture. Alors que la paix se construit, la politique s'anime à Yamoussoukro. Le COJEP célèbre ses 10 ans d'existence. Militants et sympathisants ont répondu présents à cet appel de Charles Blé-Goudé. Il a rappelé sa vision d'un climat électoral apaisé. Le reportage est signé Moussa Konaté et Richard Vao. Août 2015, août 2025, le Congrès panafricain pour l'égalité des peuples COJEP a 10 ans. Une décennie d'existence en tant que parti politique, après plusieurs années de présence sur la scène politique ivoirienne. Le COJEP est passé d'abord de mouvement de pression à mouvement politique en 2012.
Et c'est ce mouvement politique qui devint parti politique le 15 août 2015. Il a aussi changé de nom. C'était d'abord Congrès des jeunes patriotes à la naissance. C'est devenu Congrès des jeunes et des patriotes avant de devenir Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en 2015. Pour la célébration du 10e anniversaire du COJEP, la place Jean-Paul II à Yamoussoukro accueille l'événement. Pour la participation à ce rendez-vous, une contribution symbolique, la somme de 1000 francs CFA. On a écoulé déjà au moins 10 000 tickets. À ce jour-là, je tiens encore des tickets déjà réservés. Donc je suis venu remettre aux camarades qui ont commandé, qui viennent à peine d'arriver. Donc déjà, à mi-parcours, le résultat est positif. Il faut que le militant lui-même sache pourquoi il est là, pourquoi il vous suit, pourquoi est-ce qu'il veut être avec vous. Et donc, c'est cette expérience-là pour voir si nos militants sont vraiment là pour nous. Un meeting payant, le défi de la mobilisation relevé. Depuis sa création à ce jour, le COJEP a fait sa mue. Son président Charles Blé Goudé est résolument engagé à contribuer à l'effort de paix et de cohésion. L'autre, c'est celui qui a des idées différentes des vôtres. L'autre, c'est celui qui ne pense pas comme vous. Vous n'avez pas le droit, parce qu'il n'a pas la même idée que vous, parce qu'il n'appartient pas au même parti politique que vous, parce qu'il ne regarde pas dans la même direction que vous. Vous n'avez pas le droit de lui faire du mal. Pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, le COJEP ne présente pas de candidat, mais le parti entend jouer sa partition aux côtés d'autres leaders engagés pour la conquête du pouvoir d'État. Je suis pour que l'opposition prenne le pouvoir. Quand je parle d'opposition, je parle d'alternance. Je ne parle pas de ma personne. Ce à quoi je travaille, c'est de faire en sorte qu'il y ait une force qui puisse faire gagner les élections à l'opposition. De la nécessité du dialogue politique pour une élection inclusive, c'est le thème des 10 ans d'anniversaire du COJEP. L'activité a vu la présence d'autres leaders du panafricanisme venus du Togo, du Cameroun et de la Guinée. À présent, on vous propose de suivre le 7 sur 7, l'essentiel de l'actualité mondiale de la semaine, avec Khalil Diomondé et Walter Amadou Ouattara. Au moins 20 personnes, dont 5 journalistes, ont été tuées lundi dans des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires locales. La chaîne qatari Al Jazeera, les agences de presse Reuters et américaine Associated Press ont chacune déploré la mort d'un collaborateur. Un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné mardi une surveillance policière à temps plein de l'ex-président Jair Bolsonaro en raison d'un risque de fuite. Le juge Moraes est en charge du procès de Jair Bolsonaro pour tentative présumée de coup d'État dont la phase finale se tiendra du 2 au 12 septembre prochain. Aux États-Unis, un tireur a ouvert le feu mercredi dans une église de Minneapolis attenante à une école. Le bilan de la police fait état de 2 enfants tués et 17 autres blessés. Après son forfait, le tireur s'est suicidé sur place. La haute autorité judiciaire helvétique a annoncé jeudi que l'islamologue Tariq Ramadan a été définitivement condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour des viols sur 3 femmes de 2009 à 2016. La Cour constitutionnelle thaïlandaise a destitué vendredi la première ministre Paetongtarn Shinawatra, âgée de 39 ans. Nommée en août 2024, elle est accusée d'avoir enfreint les normes éthiques de la Constitution. Les Lions de l'Atlas se sont imposés face à Madagascar sur un score de 3-2 lors de la finale du CHAN 2025 à Nairobi. Le Maroc devient ainsi la première nation à remporter 3 fois la compétition.
Vladimir Poutine est arrivé dimanche à Tianjin, en Chine, où se tient le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, en présence d'une vingtaine de dirigeants étrangers. Le président russe se prononcera demain lundi sur le conflit en Ukraine avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Voilà, c'est la fin de ce 23h. Merci de nous avoir suivis. Tous nos journaux sont à revoir sur RTI Play et sur RTI Info. Très belle soirée à vous.